Au secours, mon chien ou mon chat fait des bêtises à longueur de journée dès que j'ai le dos tourné, voire même sous mon nez. Ça peut faire rire au début, mais en tout cas, il faut souvent trouver des solutions. Pour cela, pas de panique, nous avons deux spécialistes à nos côtés. Chloé Fesch, bonjour Chloé. Bonjour. Chloé, vous êtes éducatrice canine, vous intervenez régulièrement dans cette émission pour nous aider justement dans l'éducation de nos toutous. Et à vos côtés, Sandy Decorsia. Bonjour Sandy. Bonjour Natacha. Notre éducatrice préférée, car oui, les chats aussi, ça s'éduque. Alors c'est vrai que les bêtises de nos animaux, au début on prend ça un peu à la rigolade, on trouve ça plutôt rigolo, mais au bout d'un moment ça peut quand même être problématique, d'abord parce que ça peut parfois les mettre en danger, et puis c'est pas toujours très drôle de voir son appartement dévasté quand on rentre du travail, ou le chat s'attaquer par exemple au sapin de Noël. Eh bien justement, première question de Janine qui nous a écrit sur les réseaux sociaux, et n'hésitez pas à nous contacter également au standard 0826 300 300. Janine nous dit: moi j'ai un petit chat de gouttière qui a 3 ans, il est absolument adorable, mais l'époque du sapin de Noël est toujours compliquée à vivre parce que mon chat adore se pendre au sapin. Dites-moi Sandy, le sapin de Noël, c'est vrai que pour les chats c'est quand même un truc super attirant. Ah, c'est très attirant puisque déjà comme on le voit, c'est que c'est un arbre et on se rappelle que nos chats adorent les hauteurs et les arbres. Donc là, évidemment, on vient de lui rajouter une hauteur super rigolote, et en plus, généralement, il y a des petits objets qui pendent et qui font du bruit. Oui, donc tout ce qu'il faut pour attirer le chat. Simplement, quand on a fait un joli sapin, on n'a pas forcément envie qu'il soit dévasté en 24 heures par le minou de la maison. Alors effectivement, et puis c'est tout à fait possible. Moi j'ai un magnifique sapin, je vous l'enverrai en photo si vous voulez. Et j'ai mes 2 chats, qui le respectent depuis des années, parce que d'abord il faut essayer de leur mettre des hauteurs pas loin de l'arbre pour qu'elles se disent: ah bah oui, il y a le sapin, mais il y a aussi mon arbre à chat qui est juste à côté et qui est mieux. Ouais. Et puis moi j'ai une technique, c'est que je présente toujours le sapin d'abord et les guirlandes et les boules au sol. Je les présente sans qu'elles bougent pour qu'elles s'habituent et qu'elles trouvent que c'est pas si fun que ça. Et ensuite seulement je les mets sur le sapin. Et ça marche bien votre technique ? Ça marche pas mal parce qu'il faut vraiment comprendre que on demande à un chat de ne pas aller jouer avec un jouet géant. C'est compliqué, c'est très compliqué pour lui. Donc il faut En plus ça clignote, ça brille, c'est vraiment formidable. C'est l'idéal. Et j'ai même des clients qui parfois vont pousser l'extrême jusqu'au bout. Ils utilisent des guirlandes en plumes. Alors là... Ah oui, non, mais là c'est vraiment jouer avec le feu. Oui, là dans ces cas-là, je vais être très honnête. Il y a certains chats, surtout les chats qui sont très chasseurs, qui aiment beaucoup jouer. Bon, je dis, on va peut-être enlever la plume. À lire le message de Janine, quand même, Sandy, on a l'impression qu'elle n'a pas présenté les guirlandes au sol à son chat avant. Le sapin est déjà fait. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Comment doit-elle réagir lorsque le chat se jette sur le sapin ? Alors, s'il fait vraiment l'action de se jeter sur le sapin, on le prend, on le pose au sol, tout simplement. On peut lui dire non, ça sert à rien de crier, de hurler. Et puis surtout, ce qu'il faut, c'est qu'à côté, en amont, il faudrait qu'elle fasse jouer son chat un petit peu plus. Parce que si ça se trouve, c'est juste qu'il s'ennuie un petit peu. Et donc, il a trouvé cette nouvelle occupation. D'accord. Eh bien voilà, Janine, j'espère que vous êtes à l'écoute de Sud Radio ce matin. Vous nous avez écrit sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire comme Janine. N'hésitez pas non plus à composer le 0826 300 300. Nos deux spécialistes en comportement canin et félin sont là pour nous aider à résoudre les petites bêtises de nos animaux. On repart au standard avec Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Natacha. Merci Cécile d'être avec nous en ce samedi matin. Vous Cécile, vous avez un chien. Tout à fait. C'est un Doberman, un jeune Doberman de 2 ans qui est très gentil et qui lui ne touche pas le sapin. Par contre, c'est un voleur. On l'entend d'ailleurs. C'est un voleur, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ah, il vole quoi ? Il est ce qui est à table. S'il a la moindre occasion de voler à table, c'est parti. Bon, alors là, on va appeler tout de suite Chloé au secours. Chloé, qu'est-ce que l'on peut conseiller à Cécile pour son Doberman ? Comment s'appelle-t-il votre Doberman ? Ozo. Ozo. Ok. Alors déjà là, ce qui se passe, c'est que donc Ozo a compris que quand il était en capacité de monter sur la table, il se renforçait parce qu'il obtenait quelque chose d'assez sympa. On n'oublie pas que le chien c'est un opportuniste, donc tout ce qui va lui permettre d'obtenir du plaisir, il va apprendre ce comportement qui lui a permis d'obtenir du plaisir et il va le répéter tant que ça fonctionne. Donc là,
on est sur un comportement qui s'auto-renforce. Ça veut dire que on pourrait imaginer attendre qu'il ait terminé de voler pour lui dire c'est bien d'arrêter. Mais en fait, ça fonctionnera pas. Il va vraiment falloir travailler sur l'environnement. Donc, dans un premier temps, vu que là, le chien a déjà fait l'apprentissage que voler à table, en fait, pour lui, il vole pas, il se sert, il prend. Oui, c'est ça. C'est là, à disposition. Voilà. Dans sa tête, il n'est pas du tout dans l'illégalité. Ça sent bon. Exactement, c'est exactement ça. Donc la première chose, c'est de contrôler l'environnement pour éviter qu'il se renforce à nouveau. Donc on va vraiment essayer de ne pas laisser à disposition quand on n'est pas présent, parce que ce que le chien risque de comprendre, c'est que quand mon maître est là, je ne peux pas y toucher, quand il n'est pas là, c'est libre service. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ce que cette expérience ne se reproduise pas dans sa vie au maximum. Et après, tout le travail se fera en notre présence. Ça veut dire qu'on va lui apprendre que cette chose-là, c'est interdit. Et en revanche, on va lui apprendre qu'un autre comportement sera celui qui sera renforcé. Donc, par exemple, aller au panier lui permet d'obtenir un os à mâcher. Ouais. Et, alors, ça Chloé, va vraiment être, franchement, moi, je sais que vous avez toujours de très précieux conseils pour nos auditeurs. Moi, à titre personnel, j'ai eu à une période un chien qui est décédé aujourd'hui, qui était voleur. Et je peux vous assurer qu'on a beau parfois essayer de mettre en place tout ce que vous expliquez là, ça peut être extrêmement compliqué. Et j'ai souvenir d'une période de fête comme ça, où à un moment donné, chez ma belle-mère, tout le monde avait le dos tourné et le chien a avalé le rôti. Et là, on est un peu mal. Bon, elle a eu du mal à digérer le rôti, mais n'empêche qu'elle était très contente. Pour nous, c'était trop tard. Et c'était quand même régulier. C'était une chienne qui volait en permanence. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'en fait c'est très compliqué quand le chien a déjà compris que ça marchait, quoi. C'est un peu comme si à chaque fois que vous appuyez sur un bouton, il y a de l'argent qui tombe gratuitement, comme ça, il n'y a rien à faire, on appuie sur le bouton, ça arrive. On va avoir tendance à appuyer tout le temps. Donc, ça va être assez compliqué. Et la seule chose qui va permettre d'arrêter le fait qu'on a envie d'appuyer sur le bouton, c'est quand à ce moment-là, il n'y a plus de conséquences positives pour nous. C'est pour ça que vraiment le plus gros du travail se fait. Alors en théorie, il se ferait avant, c'est-à-dire que quand on a un chiot, on va absolument éviter qu'il fasse cet apprentissage. Puis quand cet apprentissage est déjà là, il va vraiment falloir travailler sur limiter la casse au maximum pour faire en sorte que ça apparaisse le moins possible. Mais par contre, une fois que le chien a compris ce truc-là, évidemment, c'est à vie. Donc il va vraiment falloir travailler de façon très très rigoureuse et c'est pas toujours facile quand on a une vie de famille. Parce que quand on l'envoie par exemple à son panier et qu'on le récompense à ce moment-là, c'est pas toujours facile de trouver une récompense qui soit plus intéressante que le magnifique rôti qui sentait très très bon. Oui, et c'est vrai que dans ce genre de cas, on peut même mettre un peu d'inhibition, donc ça veut dire une petite contrariété verbale, un peu comme un petit nom, mais qui serait acquis d'abord positivement, qui apprend au chien que, en fait, cette chose-là, c'est pas ce qu'on attend de lui. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que je mets sous forme d'exercice au préalable. Par exemple, mon chien a une indication qui est ratée. Raté, c'est ce que tu fais là, c'est pas la bonne, essaye autre chose. Et du coup, c'est pas une punition pour lui, c'est juste, c'est pas ce qui me permet d'obtenir. Et du coup, je vais lui apprendre que ce qui lui permet d'obtenir, c'est moi et pas l'environnement. Donc, c'est aussi important, notamment quand on récompense son chien, de le faire pour qu'il comprenne que ça vient de moi et pas de l'environnement. Il y a un petit exercice tout simple qui consiste à mettre un bol de friandises au sol, de s'asseoir à côté. Et quand le chien veut prendre les friandises, on va tout simplement les lancer en dehors du bol pour qu'il comprenne qu'à aucun moment il peut prendre dans le bol. C'est moi qui ai l'action de lui donner la récompense. Voilà, c'est la condition, c'est que moi je touche la récompense pour lui donner. Ça paraît un peu dur, mais effectivement, ce sont des petits mécanismes qui permettent d'obtenir satisfaction. Voilà, ou en tout cas un peu moins le comportement de voler à table va probablement diminuer quand on met en place tout ça. Pareil, le fait de bien le dépenser, etc., ça ne peut que aider. Mais voilà, c'est vrai que cet apprentissage, vu qu'il s'auto-renforce, c'est très difficile de l'éradiquer complètement. Ça va vraiment dépendre du protocole, puis de la motivation du chien, parce qu'il y a des chiens qui, de toute façon, pour eux, le poulet aura toujours plus de valeur que tout ce que vous pouvez lui proposer à côté, quoi. Ouais. Cécile, peut-être vous pouvez travailler aussi avec un éducateur canin qui vienne chez vous pour vous aider à mettre en place un peu tous ces mécanismes que nous explique Chloé. Ah, je ne sais pas, on a perdu Cécile. Bon. Eh bien Cécile, j'espère que vous allez écouter la fin de cette interview parce que c'est vrai que c'est un problème de résoudre ce petit souci des animaux voleurs, mais grâce au conseil de Chloé, généralement ça peut quand même s'arranger. On repart au standard de Sud Radio car nous avons Mélissa qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Mélissa. Bonjour. Mélissa, vous avez également un chien qui s'appelle Pablo, je crois. Exactement, un petit écal.
à Mélissa. Petit souci de liaison. On va essayer de rappeler Mélissa dans quelques minutes. J'ai une autre question cette fois-ci qui concerne un chat. Un chat qui malheureusement fait ses griffes sur le canapé. Ça, c'est pour vous, Sandy. C'est Isabelle qui nous a écrit sur Facebook pour nous parler de son chat qui n'arrête pas d'abîmer son canapé. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Isabelle ? Ah, c'est un grand classique, oui. Le chat et le canapé. Donc rassurez-vous Isabelle, vous n'êtes pas seule déjà, et il y a des techniques qui marchent très très bien. Il faut juste comprendre que le canapé souvent est plus stable et plus solide que les griffoirs qu'on a chez nous, et également il est bien placé. Donc essayez de placer un petit griffoir. Ça veut dire quoi bien placé ? Voilà, alors ça, il faudrait que je voie chez Isabelle, mais dans l'idéal, en gros, il faut que votre chat, quand il fait ses griffes à un endroit, c'est un lieu de passage. Alors, de passage d'humains ou d'autres animaux ou d'autres chats, peu importe, mais en tout cas, il faut que visuellement, il y ait du sens quand on met le griffoir. Donc, si vous mettez votre griffoir parce que vous le trouvez pas joli au fin fond d'une pièce, c'est normal qu'il ne l'utilise pas. Donc, on le place vraiment à un endroit un petit peu plus stratégique, quitte à ce que ce soit au début, à côté, à l'endroit pile où fait le chat où fait ses griffes votre chat, c'est-à-dire que là pour Isabelle, elle pourrait coller son griffoir contre le canapé à l'endroit où son chat fait ses griffes. J'imagine tout à fait le chat passer entre le canapé et le griffoir pour continuer à s'attaquer au canapé, non ? C'est possible, donc on peut feinter en mettant un petit plaid ou une couverture en laine sur le canapé afin que la texture soit moins agréable pour faire ses griffes, et comme ça, comme on a un griffoir qui est au bon emplacement avec une bonne texture et qu'en plus on l'aura bien stabilisé pour que ça ne bouge pas quand je fais mes griffes, normalement le comportement va petit à petit se bouger vers le griffoir, et ensuite, oui, on peut enfin bouger légèrement son griffoir et le mettre à un endroit un petit peu plus adéquat. Mais voilà, dans l'idéal, il faut vraiment comprendre emplacement, stabilité et hauteur et solidité, et la texture, parce qu'il y a certains chats qui préfèrent le cuir, malheureusement, que leur griffoir. Dans ce cas-là, on leur fabrique un petit griffoir avec une texture qu'ils aiment, effectivement. C'est effectivement un grand classique. Merci beaucoup, Sandy, pour ce conseil adressé à Isabelle. Alors, on n'a pas retrouvé Mélissa, mais nous avons Coco au standard de Sud Radio. Bonjour, Coco. Bonjour. Coco, vous avez un chien. C'est un beauceron, je crois. Oui, c'est ça, un beauceron noir et feu. Et alors, que fait-il comme bêtise, votre chien ? Eh ben, en fait, il m'oblige à avoir un sacré budget culotte. Un budget culotte. Petite culotte. C'est ça. Il est à fond sur mes culottes. Il mange mes culottes, mais il les mange vraiment. Il va les chercher dans le panier de linge sale. Il va les chercher même dans la machine à laver. Ah oui. Et ouais. J'ai même et de temps en temps dans le jardin, je retrouve. Je vois au loin des petits bouts rouges ou des petits bouts bleus. Et voilà, c'est des petits bouts de culottes. Donc grâce à vous, l'industrie de la lingerie se porte bien. Enfin, grâce à votre chien. Exactement. Bon, alors là, Chloé, on a vraiment besoin de votre aide. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les petites culottes de Coco ? Alors déjà, j'aurais une question. Est-ce qu'il a ce comportement en votre absence, ou même si vous êtes présente, il va quand même aller chercher vos sous-vêtements pour les manger ? Alors, plus particulièrement en mon absence, et alors même quand je suis dans la maison, mais il sait que je suis loin et que je suis occupée, il va le faire quand même. D'accord, ok. Alors là, il y a de fortes chances que votre chien est attaché à vous, ce qui est une bonne chose, mais peut-être un peu trop, ce qui fait que quand vous n'êtes pas avec lui, ou clairement absente, il vous cherche. Et en fait, pour un chien, il faut savoir que l'odorat, c'est le sens qu'il a le plus développé. Donc la façon qu'un chien a de chercher quelque chose, c'est pas visuellement, c'est olfactivement. Et du coup, c'est vrai que les vêtements, c'est des zones qui ont plus notre odeur et qui vont donc le rassurer un peu plus. Il va se dire, j'ai pas mon maître, mais j'ai, on va dire, un substrat, quelque chose qui a l'odeur de mon maître, donc ça passe. Donc le travail se fait vraiment dans la relation qu'on a avec son chien à ce moment-là. L'idée, c'est de lui apprendre que je suis pas là, mais c'est cool pour toi, c'est pas grave. Donc ça peut se faire dans un premier temps quand on est présent, de pas systématiquement répondre aux besoins de son chien quand il a besoin d'un câlin ou de quelque chose, de pas tout le temps être OK avec ça, pour qu'il comprenne déjà à être un peu plus indépendant, même quand on est avec lui. Est-ce qu'il est très demandeur de câlins, Coco, votre Oui, non, mais c'est tout à fait... c'est un pot de colle. Ça résonne fortement ce que dit Chloé. Parce que franchement, je suis vraiment... Chloé, pardon. Parce que oui, je lui fais trop de câlins et il vient vraiment trop me demander toujours des câlins. Ouais.
Après, c'est très bien qu'il y ait une belle relation. Ce qu'il faut juste, c'est qu'il apprenne à être un peu plus indépendant quand vous ne pouvez pas le faire. Donc, ça peut être typiquement de lui donner un jouet d'occupation à la place d'un câlin à ce moment-là, pour lui permettre quand même d'obtenir quelque chose, mais qui ne vient pas de vous. Et puis aussi, au moment du départ, lui montrer que c'est super fun et qu'à ce moment-là, on va sortir le super jouet ou la super friandise d'occupation qu'il aura que quand on part, pour créer un apprentissage qui est finalement quand est-ce que tu pars, que tu veux avoir mon super jouet. Et est-ce que lui laisser par exemple un foulard avec l'odeur de coco, ça peut être une solution ou vous le conseillez pas trop? Du coup, là, étant donné qu'il a déjà réussi à se soulager en ayant ce comportement, il risque de continuer de le faire ou de manger finalement le vêtement qu'on va laisser. Donc voilà, le travail sera plus sur la cause, c'est-à-dire pourquoi il fait ça, parce qu'il est un peu anxieux quand son maître n'est pas là. Donc on va travailler vraiment cette relation. Pareil, ne pas hésiter à aller voir un éducateur qui donnera tous les autres conseils adaptés à votre situation en particulier. Mais voilà, après c'est vraiment cet aspect-là qu'il faut regarder, c'est le côté détachement, pour que le chien soit un peu plus indépendant quand vous n'êtes pas là. Et sinon, est-ce qu'il fait des bêtises, Coco, quand vous êtes absente? À part ça, on a bien compris les petites culottes, mais est-ce qu'il détruit vos chaussures? Non, vraiment, ils sont deux. Hein. J'ai un mâle et une femelle, mais lui, non, ils font pas de bêtises particulièrement, non. C'est juste ça. Ouais. Eh écoutez, bon, à moi de ranger mes culottes aussi, mais il va les chercher. Non, s'il va aller chercher dans le panier à linge-sale, quand même, c'est clair. Il y a un peu une obsession pour les petites culottes. Écoutez, Coco, essayez de mettre en place les conseils que vient de vous donner Chloé Fesch, notre éducatrice. Et puis rappelez-nous pour nous dire si ça se passe bien, si votre animal a compris, votre bosseron a compris qu'il doit peut-être s'attacher à d'autres choses qu'à vos petites culottes et vivre sa vie paisiblement, même en votre absence, parce que tout va bien se passer pour lui. Je vous souhaite un excellent week-end, Coco. Merci beaucoup, au revoir. Revenons avec Sandy pour parler des chats. Sandy, alors, je pense que beaucoup de nos auditeurs ignorent qu'un chat, ça s'éduque. Comment on procède pour éduquer un jeune chat? Parce que, évidemment, plus on commence tôt et mieux c'est. Alors effectivement, plus on commence tôt, mieux c'est, mais on peut aussi le faire avec un adulte, donc que personne ne désespère. Et c'est basé sur des méthodes qu'on appelle positives, c'est-à-dire qu'on va lui apprendre que ce qu'il fait lui rapporte quelque chose à lui d'agréable. Donc en fait, on va essayer de trouver quelque chose qui renforce son comportement, quelque chose qu'il adore. Ça peut être une friandise, bien évidemment, ça peut être du jeu, ça peut être une caresse aussi chez certains chats, peu importe ce que vous avez qui plaît à votre chat. Et en fait, quand il a un bon comportement, quand il fait quelque chose que vous appréciez, vous lui donnez sa récompense à ce moment-là. Et comme ça, il apprend que plus je fais ça, plus je suis récompensé, donc il a tendance à le refaire, tout simplement. Et à partir de quel âge on peut éduquer son chat lorsqu'il arrive dans le foyer? Est-ce qu'on commence tout de suite? Est-ce qu'au départ, on le laisse un petit peu tranquille? Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui nous écoutent ce matin? On peut conseiller d'aller tout de suite donner des bases, puisque le chaton est en pleine exploration, il apprend et il a peur de rien en plus, donc il va tester absolument tout ce qu'il y a dans la maison. Ouais. Par exemple, de grimper à des rideaux, ça a l'air super sympa. Ouais. Donc on a très bien le droit de le prendre, de le poser au sol, tout simplement pour lui expliquer que ça c'est pas très rigolo. Et par contre, tout de suite après, dès qu'on voit qu'il est un petit peu en recherche de choses à faire, on le fait jouer, on lui propose un endroit où il a le droit de jouer, où il a le droit de faire ses griffes, etc. Donc on peut commencer très tôt, puisqu'effectivement, plus il va comprendre comment ça fonctionne à la maison rapidement, plus il va trouver ça cool et plus ça sera facile, effectivement. Et le chaton qui a du mal à contrôler ses griffes, là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors si justement il fait ses griffes, pour le jeu. Alors le jeu, déjà, on évite de jouer avec ses mains avec le chat. C'est très déconseillé, puisque dans ce cas-là, on lui apprend tout simplement que la peau, c'est un jouet autorisé, et il se peut qu'après, quand il sera un petit peu plus grand, dès qu'il a besoin de décharger son énergie et qu'il a envie de jouer, eh bien il vienne mordre, griffer la peau, peu importe où elle se trouve, même si nous on n'en a pas envie. Donc c'est pas forcément que votre chat est méchant, pas du tout, c'est juste qu'il a envie de jouer. Donc on évite de jouer avec les mains et on lui propose des plumeaux, des jouets vraiment qui font le même mouvement, si vous voulez, qu'on ferait avec une main, mais qui sont éloignés. Et comme ça, il apprend tout simplement qu'il n'y a pas à le faire. Parce qu'il ne veut pas vous blesser, le chat. Il le fait juste par pur instinct
de chasse, tout simplement. Bien sûr. Merci en tout cas à nos deux spécialistes. Chloé, vous allez rester avec moi parce qu'il y a une question veto qui va suivre et on va y répondre toutes les deux. Merci à vous Sandy pour vos précieux conseils concernant nos chats. Je rappelle votre site Éduchateur. Ça permet de mieux comprendre nos petits minous et de mieux vivre au quotidien avec eux. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.